Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Notre-Dame des Plantes de Gilles Clément. Gilles Clément qui est jardinier, mais aussi écrivain, paysagiste, initiateur du concept de jardin en mouvement. Et cette Notre-Dame des Plantes, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Gilberte Tsaï, qui est à l'origine de ce livre, qui a demandé à Gilles Clément de s'y atteler, voilà ce qu'elle dit dans l'avant-propos. En juin 2019, lors d'une rencontre animée par Alexandre Chemetov, dans le cadre de la première biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France qui se tenait au potager du Roi à Versailles, à la question posée par une personne du public sur ce qu'il pensait du chantier de reconstruction de Notre-Dame, Gilles Clément répondit « Puisque la lumière est enfin entrée dans ce lieu, il n'y a qu'à en faire un jardin. » Séduite et intriguée par cette réponse et dans le souci qu'elle ne reste pas qu'une boutade, j'ai demandé au jardinier, paysagiste, voyageur du monde et écrivain de développer cette idée et d'imaginer, d'écrire et dessiner ce jardin. Telle est l'origine de ce livre. C'est donc Notre-Dame des Plantes, Notre-Dame de Paris, après l'incendie, qui serait, imagine Gilles Clément, un jardin, reconstruite, plus belle qu'avant, comme dit la chanson du Vieux Chalet, c'est-à-dire plus vivante. Et il va donc réfléchir à ça. Il va écrire à ce propos-là comment faire pour que ce soit un jardin. Il va proposer une promenade dans ce jardin. Il va dessiner ce jardin de Notre-Dame des Plantes, qui est une utopie, mais une belle utopie. Et il le fait dans un texte qui dialogue avec un PAS, préposé aux affaires sacrées, qui le suit avec réticence dans son idée de transformation du lieu, d'autant plus que, en effet, Gilles Clément n'est pas très orthodoxe quant aux visions religieuses de Notre-Dame de Paris. Il lui donne un autre sens, mais un sens qui donne à rêver surtout et à imaginer un monde meilleur. Penser le monde de demain, ce monde qui s'effondre, dont les sols s'effondrent. J'en parlais dans la dernière vidéo sur les Bourguignons, Claude et Lydia Bourguignon qui écrivaient « Pourquoi nous ne faisons rien pendant que la maison brûle » et qui étaient dans une posture au fond de révolte qui me semblait perdre en lucidité. Ici, je trouve qu'il y a, à partir du même constat, l'idée « reconstruisons autre chose ». Alors bien sûr, ça ne se fera hélas pas, on rêve de se trouver dans ce lieu, où ça se fera peut-être ailleurs. Cette réhabilitation d'un lieu par la nature, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, Notre-Dame des Plantes, comment ça se construit ? Eh bien, Gilles Clément nous propose des dessins. Voilà le plan. Il y a donc un jardin d'approche, une serre et un jardin libre. Voilà comment il commente ces trois espaces. Le jardin d'approche. Cet espace occupe le parvis de la cathédrale. Il est divisé en 7 surfaces plantées et 7 espaces libres où les visiteurs peuvent s'installer, se reposer, lire, dormir ou travailler. Le chiffre 7 est un nombre premier en mathématiques, issu du latin septem, racine, commune à toutes les langues indo-européennes. Cette particularité
évoque le principe de brassage planétaire, un partage à grande échelle, dynamique naturelle au jardin. Devenu sacré, le chiffre 7 apparaît comme étant préféré dans le monde, y compris pour constituer une famille. Il est aussi utilisé pour la semaine de 7 jours, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 péchés capitaux, les 7 merveilles du monde, etc. Dans le jardin d'approche, ce chiffre permet de faire apparaître les 7 principales variétés de pommiers, dont les fruits que l'on peut manger avec bonheur ne sont plus les sources possibles d'un péché capital, mais une source naturelle d'équilibre. On renverse le jardin d'Éden, puisque on pousse au crime, si vous voulez, on pousse au péché les visiteurs qui sont appelés à goûter ces pommes. Donc il n'y a plus de fruits défendus. Et donc on voit bien que la vision religieuse de Notre-Dame est mise à l'écart pour une autre vision, celle où la nature nous donne ses fruits et nous les cueillons tout simplement sans culpabiliser. Ça c'est le premier espace, un jardin d'approche. La serre, deuxième espace. Le jardin intérieur occupe la nef. L'espace n'est pas large, mais il permet de planter des lianes, des arbustes et des plantes herbacées sous la lumière du toit de verre. Les lianes principales sont la vigne, dont on peut faire du vin de messe. On voit toujours le lien avec le fait qu'il s'agit d'un espace religieux. Et la passiflore, pour ses fleurs généreuses dont la structure renvoie à la croix. Fruit ou fleur de la passion. Que la passiflore, très très belle fleur, avec énormément de symbolique religieuse, là aussi mise un peu de côté ou commentée de manière à détourner le sens traditionnel. Le bassin rond vers l'abside est un jardin d'eau, mais aussi un bénitier. Le but n'est pas de sacraliser les espèces qui vivent en ce milieu, mais d'évoquer le pouvoir purifiant des végétaux, seuls capables de dépolluer les milieux vivants sans assistance humaine. La Victoria, nymphéacée géante, unique au monde, est là pour étonner et forcer l'admiration. 3. Le jardin libre. Après donc cette serre qui est à l'intérieur de la cathédrale elle-même, eh bien il y a le jardin libre. Et ça c'est une idée qui est très mise en avant, je crois, par Gilles Clément, pas seulement dans ce projet ici. Encore appelé jardin des antipapes, qualificatif attribué à toute une liste d'évêques se déclarant papes avant d'être élus. Il occupe la partie est de l'île de la Cité. Les 2 Jean 23 de l'histoire font partie des antipapes connus. Le plus récent des 2 a laissé son nom au square actuel à l'arrière de l'architecture. Jean 23. J'ai quelque part un portrait de lui qu'on m'a offert. Je ne sais pas si c'est de l'époque où il était antipape, je crois que c'était l'époque où il était pape. Mais il semblerait que celui-là a été aussi antipape, ou alors c'est un autre. Mes connaissances en pape sont assez limitées. Le jardin libre se développe au-delà de l'abside, longe la Seine et permet un accès au fleuve par 2 volets de marche spécialement créés à cette fin. Atteindre l'eau et découvrir les possibles lointains du jardin planétaire. C'est un jardin ouvert, au fond. Sur la Seine, une Seine qu'on espère dépolluer, on peut toujours rêver, et c'est ce que fait constamment Gilles Clément dans ce livre-là. C'est un rêve, mais un rêve construit, un rêve précis. Le jardin libre est volontairement déconstruit, mêlant toutes les strates végétales en laissant une place importante aux grandes graminées afin de valoriser l'herbe. On y rencontre la statue de Cernunnos, dieu cornu des Parisiens dont les vestiges ont été retrouvés au XVIIIe siècle sous Notre-Dame. Donc on voit le côté archéologique, reconstituer ce qui était là, reconstituer la cathédrale, certes, mais avant il y avait autre chose, et ça on l'a détruit. Est-ce que ça on pourrait pas aussi le reconstruire ? Il tient un serpent dans la main,
symbole de sagesse à une époque ancienne où l'on ne séparait pas les bons et les mauvais représentants de la nature. On retrouve le serpent, la pomme du jardin d'Éden, toujours le jardin, ici. Mais là encore, avec une nouvelle interprétation. En cheminant de façon hasardeuse au travers des herbes et des buissons, on rencontre les grands citronniers épineux, Poncirus trifoliata, encore nommé épine du Christ, illustrant le stade de friche armée au sein de laquelle s'établit la forêt stable. Ce buisson porte les plus grandes et belles épines connues sous nos climats. Il produit de beaux fruits non mangeables, mais utilisables, confits. Voilà donc la description de ce jardin. Et puis ensuite, on entre plus dans les 3 espaces, le parvis du jardin d'approche, où on entre par le paradis. Parvis signifie paradis, nous dit Gilles Clément. Et donc, on entre par ce paradis, dans ce lieu où l'on cueille des pommes, où l'on pousse les gens à cueillir des pommes. Puis, on a la serre, et voilà à quoi ressemblerait Notre-Dame. Avec reconstitué une toiture, celle qui s'est effondrée, mais avec du verre, la matière du verre, la couleur verte aussi, du bleu aussi, et cette idée de serre. Et ça, c'est assez extraordinaire. Puis voilà le jardin, voilà le paradis ou le parvis, le jardin d'approche avec ses pommiers, avec également des bancs où l'on peut s'asseoir. Et puis la cathédrale, c'est une serre syrienne, un lieu où on planterait des plantes qui sont, justement, puisque c'est une serre, des plantes moins locales et qui permettent de visiter autre chose. Et là, on entre de manière déjà beaucoup plus sélective dans ce lieu-là. Le parvis, tout le monde peut y arriver. La serre, il faut entrer par la bonne porte. Voilà le jardin libre. Ce jardin libre avec ce Dieu Cernunnos qui nous accueille avec ses épines, avec ces plantes qui se ressèment librement. Car c'est ça l'idée. C'est l'idée que, au fond, le jardinier, dans ce jardin-là, il accompagne la liberté des plantes. Il a semé quelque chose, bien sûr, au départ, mais ensuite d'autres choses vont se semer. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, ou on sait un peu comment, on l'analyse, mais on le laisse faire, et puis on accompagne avec douceur ces lieux-là. Donc on a ici un lieu dont on rêve qu'il se réalisera, bien sûr. C'est pas comme ça que ça se passera et que ça se passe à Notre-Dame de Paris, mais peut-être ailleurs, peut-être qu'on pourrait inventer de tels lieux. Gilles Clément l'a fait à certains endroits, et redonner vie à la nature que nous avons tant oppressée, redonner de la respiration au sol et aux plantes que nous avons bétonnées, et créer ce jardin mondial ou ce jardin en mouvement. Voilà sans doute une utopie absolument nécessaire aujourd'hui. Penser le monde en jardinier, penser le monde d'après en jardinier,
il faut cultiver son jardin. Quand Voltaire écrivait ceci à la fin du Candide, il ne pensait sans doute pas à transformer Notre-Dame de Paris en un jardin. Mais pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien à lire Notre-Dame des Plantes de Gilles Clément.